très bien, je peux pas me plaindre. Et bonjour Marila, bonjour tout le monde. Bonjour Mohamed, ça va? Bien, ça va, alhamdoulilah, ça va. Très bien. Et Merci à vous. t'es au bureau? Au bureau, oui. Ah, super. Ça fait un Ouais. changement de temps en temps, c'est bien. Oui, comme a dit Madame Romli, on travaille chaque matinée. Donc, demi-journée. Demi-journée au bureau et demi-journée à la maison. En télétravail. Ah bah c'est bien, c'est bien. Bah, j'ai plein de collègues qui sont retournés en bureau et qui sont très contentes de se retrouver et puis de ne pas être à la maison pour le travail. Ouais, donc une pensée à vous, Paolo. Oui. Hein, on espère que ça va passer quand même, hein. Non, moi, le tour est prévu pour le 6 juillet. Alors, on va D'accord. voir. À On confirmer, croise mais les- si tout se passe bien, oui. Et comment c'est le développement du Covid au Brésil? Est-ce que les choses vont bien? Est-ce que les choses On- se compliquent? au Brésil, c'est un peu difficile même de comprendre ce qui se passe car la politique a envahi la discussion, hein. Alors là, il y a le gouvernement fédéral qui est en dispute avec les gouvernements des États pour qui a le pouvoir de gérer la crise et qui a bon. Et alors, la situation dépend de ce qui la reporte. Pour le gouvernement fédéral, tout va bien. Pour le gouvernement des États, tout va mal. Alors, de façon générale, on a un nombre très élevé de cas. Et bon, si on considère le nombre absolu, le Brésil a 200 millions, 220 millions de personnes. Alors, on a des gros chiffres. Mais par rapport à ce que j'ai regardé hier, c'était qu'on est en 13e position en termes de cas par million d'habitants. Alors, ça, c'est un peu D'accord. la moyenne. Bonjour Nicolas, j'ai vu que vous avez allumé votre caméra, mais le micro est encore éteint. Est-ce que je peux le débloquer centralement? Ah non, c'est bon. Bonjour. Maintenant, vous Bonjour. m'entendez? Oui, Ah, oui, super. super, on vous entend. Bonjour. Ok. Donc en fait, Ouais. je pense qu'on attend encore quelques minutes pour voir plus de participants qui arrivent et puis nous commencerons peut-être à 11h05. Ça vous convient? Super, Oui, très bien pour moi. super, merci. Donc, Pascal, quel a été le nombre de personnes inscrites? On a eu 13 qui ont inscrit. 13. Ok, donc je pense qu'on peut encore attendre et puis on commencera dans 2 minutes. Caroline a envoyé un email. Ok.
Donc, je propose de commencer, comme ça va faire venir les autres participants. Donc, bonjour et bienvenue à notre série de webinaires de l'ADI et l'AICA sur la pandémie du coronavirus et les implications pour les contrôleurs d'assurance. Donc, ceci est le 5e webinaire de notre série et aujourd'hui, nous allons parler de la numérisation dans le contexte du Covid-19. Donc, nos webinaires sont organisés conjointement avec l'Association internationale des contrôleurs d'assurance et nous souhaitons créer un lieu d'échange entre les contrôleurs d'assurance afin de soutenir les contrôleurs lors de cette crise sanitaire sans précédent. Donc, la dernière de notre série de webinaires, le dernier webinaire portait sur une enquête de l'OCDE sur la protection des consommateurs dans ce contexte. Et donc, comme je l'ai déjà mentionné, aujourd'hui, nous allons parler de la numérisation et du Covid-19. Donc, mon nom est Mariella Reg, je suis de l'ADI. Et puis aujourd'hui, nous avons également donc Nicolas Colpert de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance parmi nous. Donc, bonjour Nicolas. Et puis nos deux experts, Madame Siam Ramli de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale au Maroc et Paulo Miller de la Superintendencia de Seguros Privados au Brésil. Donc, merci à vous deux d'être parmi nous et particulièrement merci aussi à Paulo de se lever tôt pour nous. Donc, d'abord, je souhaiterais inviter Nicolas à nous souhaiter la bienvenue au nom de l'AICA et puis je vous donne la parole. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Mireia et bonjour à tout le monde. Moi aussi, je suis très content d'être ici aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue à cette 5e webinaire de la série spéciale organisée par l'AICA en partenariat avec l'AICA. Au cours de ces derniers mois, la maladie du coronavirus est devenue l'un des plus grands défis du XXe siècle. Il y a eu un impact significatif sur toutes nos vies, sur l'économie en général et sur le système financier. Et le secteur des assurances a ressenti l'impact significatif de cette crise. Le secteur est en fait appelé à fournir des protections aux individus, aux ménages et aux entreprises qui sont essentielles pour aider les gens à réagir et finalement à se remettre de cette crise dans un environnement incroyablement difficile. Et, en réponse à la crise, dans le monde entier, les superviseurs des assurances ont pris des mesures sans précédent pour fournir aux assureurs un soulagement opérationnel et une flexibilité supplémentaire pour fournir aux assureurs un soulagement afin qu'ils puissent répondre à cette pandémie et finalement préserver la protection des assurés. Le dialogue d'aujourd'hui offre l'occasion d'entendre de deux collègues importants, Siam Ramli de la CAS Maroc et Paulo Miller de SUSEP Brésil, sur la façon de leurs autorités de contrôle ont réagi à la crise et d'explorer des questions sur l'impact Covid-19 sur le secteur de l'assurance et ce que cela signifie pour les superviseurs. En terminant, permettez-moi de remercier Mireia et l'équipe de A2II pour l'organisation de cette série de webinaires. Et j'attends avec impatience les discussions et les échanges de vues d'aujourd'hui. Merci beaucoup et retour à vous, Mireia. Merci beaucoup, Nicolas. Je souhaiterais juste vous donner des indications techniques avant de commencer. Donc, comme d'habitude, nous avons éteint les microphones de tous les participants et si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas à allumer votre microphone ou bien à écrire quelque chose en bas à droite dans la boîte chat, dans la fonction chat du programme. Donc, nous allons donc avoir deux parties à notre webinaire d'aujourd'hui. D'abord, je vais vous donner une petite introduction au sujet avant de procéder au dialogue entre nos deux contrôleurs d'aujourd'hui. Donc, cette crise sanitaire, on aura vu qu'elle aura permis de renforcer l'usage du numérique
au quotidien. Donc, la numérisation des processus joue un rôle clé dans la lutte contre le Covid-19 car elle permet d'accélérer la réaction des gouvernements et des sociétés face à la pandémie. Donc, nous voyons donc que les outils sont utilisés pour faire face à la crise dans 3 domaines notamment. Donc, premièrement, la surveillance de la maladie. Donc, certains assureurs, par exemple, partageaient des données avec les gouvernements dans le but de mieux modéliser la propagation de la maladie. Dans le domaine de la prévention et le confinement, nous avons pu constater que la maladie a été essayé de l'endiguer par des plateformes d'information ou des applications à télécharger sur des smartphones. Et puis finalement, en ce qui concerne le diagnostic, le numérique a joué un rôle clé aussi en aidant les citoyens et les gouvernements à déterminer si 10 personnes sont infectées ou non et puis à leur transmettre les informations en temps réel. Donc, le deuxième domaine d'importance dans la numérisation touche à l'exploitation des activités au quotidien. Donc, si la numérisation des opérations était une tendance croissante avant la crise, elle a résolument renforcé. Comme nous avons pu le constater, les organisations, les entreprises et les commerces, et même les contrôleurs, dont les processus étaient déjà dématérialisés, ont pu se remettre de la crise sanitaire plus rapidement et mieux que ceux qui fonctionnaient selon des processus d'exploitation plus traditionnels. Le consensus croissant est que la numérisation devient encore plus importante sur le plan stratégique et que le Covid-19 est devenu un accélérateur de la transformation numérique actuelle et à venir. Donc enfin, pour le secteur des assurances, le Covid-19 a agi comme un catalyseur de l'innovation et nous allons aborder ce sujet dans les prochaines diapositives plus en particulier. Donc, comme nous l'avons vécu, les mesures de distanciation sociale ont eu un impact non négligeable sur notre façon de travailler et aussi sur la façon dont les assureurs fonctionnent et distribuent leurs produits. Donc, lorsque nous parlons, au mois de juin 2020, un peu moins d'un tiers de la population mondiale était en phase de confinement pour ralentir la propagation du virus, donc un nombre non négligeable. Les assurances ont donc dû faire preuve d'un certain degré d'innovation pour promouvoir, pour assurer un soutien et des services à leurs assurés, tant dans la manière dont ils communiquent avec les assurés que dans la façon dont ils distribuent leurs produits. Dans une démarche particulièrement innovante, les assureurs ont étendu le recours au processus télémédical plutôt que le traditionnel test médical physique pour proposer des assurances santé et des assurances vie. Dans le cadre de ce processus, les clients sont invités à répondre à un questionnaire santé basique avant d'être invités à un entretien téléphonique avec un médecin désigné par l'entreprise. Et donc, en fonction du diagnostic effectué par le médecin au cours de l'entretien téléphonique, l'assureur prend ou non sa décision sur l'état de santé du client afin de délivrer donc une police d'assurance de maladie ou non. Ce processus d'évaluation de risque élargi de manière à intégrer des méthodes à distance va donc au-delà de la télésouscription en intégrant donc la télématique médicale comme ce que je viens de mentionner, mais aussi la vérification de crédit. Certains assureurs ont eu recours à la télématique pour rembourser les clients, par exemple, qui n'utilisaient plus leur voiture pendant la période de confinement, ou d'autres qui ont pu élargir la couverture pour ceux qui devaient utiliser leur véhicule plus lorsque le transport public était fermé. Donc, voici quelques exemples d'assurances distribuées et spécifiques au Covid-19 pendant cette crise. Donc, l'ACA Lombard en Inde a lancé une couverture de protection Covid-19 spéciale qui est distribuée sur Internet. Pareil pour EFU Life au Pakistan, qui a été le premier assureur au Pakistan à offrir une telle couverture sur le marché. Finalement, donc, il y a d'autres exemples aussi. Donc, par exemple, en Chine, SCOR a mis en place une plateforme d'information
pour les personnes qui sont donc en première ligne dans la lutte contre la pandémie et pour leur montrer toutes les variétés d'assurances qui étaient à disposition pour elles et puis pour identifier celles qui étaient le plus appropriées pour ces personnes-ci. Toutefois, donc, comme nous l'avons souligné dans notre consultation de mars dernier, la numérisation a un rôle indéniable à jouer dans l'ensemble de la chaîne des valeurs des assurances. Donc, nous voyons cette chaîne de valeur sur cette diapositive que nous avons aussi montrée lors de notre appel au mois de mars. Et nous voyons donc maintenant que les répercussions de la pandémie l'ont vraiment démontré. L'assurance est un service essentiel et en situation de crise, elle doit être facile d'accès. Donc, il y a là une réelle opportunité à long terme d'accélérer et d'ancrer la numérisation dans les processus. Il y a plusieurs documents de mise en œuvre et de synthèse dédiés à ce sujet de l'AICA, ainsi que des publications de l'ADI que vous pouvez trouver sur notre site et sur le site de l'AICA notamment. Et je vous les recommande donc à ce sujet. Je les ai nommés à la fin des diapositives pour votre information. Donc, le principe de la numérisation s'applique également aux contrôleurs et aux autorités de réglementation. Et comme nous avons pu l'apprendre lors de nos précédents webinaires de notre série, les contrôleurs ont dû s'adapter au télétravail et au contrôle de base à distance. Donc, je n'en parlerai que très brièvement parce que nous avons donc Paolo et Siam avec nous qui en parleront de manière plus approfondie. Nous avons vu de nombreuses initiatives prises par les contrôleurs pour s'adapter, notamment l'acceptation des signatures électroniques et l'authentification à distance. Et puis, à long terme, nous envisageons également un accroissement du recours aux technologies de pointe, dites RegTech et SupTech, devenues des outils essentiels pour les autorités de surveillance, en particulier en période de crise, car elles offrent des données plus précises et en temps réel sur la santé financière d'une entité. Donc, ceci est donc l'introduction de notre part et je suis contente de passer à la deuxième partie de notre webinaire d'aujourd'hui, donc à la partie plus interactive et plus intéressante pour tout le monde, je le suppose. Donc, merci beaucoup Paolo Miller et à Siam Ramli d'être parmi nous et je souhaiterais adresser la première question à Paolo. Donc, quelles sont les implications du télétravail et des processus de contrôle à distance au Brésil? Et puis, nous passerons ensuite à Siam Ramli pour voir quelles sont les réponses d'un point de vue marocain. Donc, Paolo, je vous invite. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour Mariela, bonjour à tout le monde. J'espère que vous soyez tous en bonne santé. Et je voudrais remercier à la A2I pour l'invitation à participer de cet appel. Je suis un participant fréquent des appels et c'est un plaisir de pouvoir participer aujourd'hui, même si je dois me lever de bonne heure, mais c'est un plaisir. Je crois que l'un des plus grands défis qu'on a affronté, c'est par rapport à aux gens, hein, de garder l'équipe motivée, bien informée de tout ce qui se passe. On voit que les gens ont encore peur de se faire contaminer, de se passer. On connaît pas encore très bien tout sur cette maladie, mais il faut gérer tout ça à distance, hein, sans être réunis ensemble, sans être ensemble. Et c'est un défi de faire ça et préparer les contrôleurs à cette nouvelle façon de travailler. Et bon, malgré ça, on a dû suspendre tous les contrôles sur place, à la fois pour protéger les personnes, mais aussi parce que les compagnies d'assurance eux-mêmes, elles opèrent presque toutes à distance. La plupart des assureurs ont mis en place le télétravail et bon, ça ne sert à rien d'aller chez eux pour faire des contrôles. Il y en a des procédures de contrôle
La plupart des analyses qu'on fait, c'est déjà fait à distance. On n'a pas besoin vraiment d'aller chez les assureurs pour faire la plupart des analyses qu'on réalise aujourd'hui. Et d'autre part, les solutions technologiques qui se sont présentées ont très bien fonctionné, comme les outils de réunion virtuelle, comme celles qu'on fait aujourd'hui. Et je crois que ça va changer à l'avenir la façon de contrôler aussi. On va pouvoir remplacer des visites sur site, pas toutes, mais une partie par des conférences comme celle-là. Et même SUSEP va changer. On a mis en place récemment une série de webinaires pour parler de l'agenda réglementaire qu'on a. On a déjà fait un pour la segmentation et la proportionnalité. On a fait aussi pour les nouveaux systèmes de rating qu'on est en train de développer. On fera cette semaine, demain, un webinaire sur la réforme de notre réglementation de sanctions, de pénalités pour le marché. Alors, je crois que cette façon de communiquer avec les marchés, ça va changer aussi pour SUSEP. On va faire plus usage de ces genres d'outils. Bon, il y a le mauvais côté aussi. Le nombre de réunions a considérablement augmenté. On a, bon, je plaisante souvent que je commence toutes les réunions en m'excusant d'être en retard car j'étais dans une autre réunion avant qui a dépassé le temps prévu. Alors, on fait trop de réunions, toutes virtuelles, bien évidemment, mais ça a augmenté beaucoup. Et comme on a implanté le télétravail un peu rapidement, on n'était pas tout à fait prêt à mettre en place ce télétravail pour tout le monde. Les gens ont dû utiliser leur propre équipement personnel pour travailler de chez eux. Alors, les gens utilisent leur ordinateur, leur accès à l'Internet, leur portable, et tout ça. Et ça nous a posé un peu de problème par rapport au support informatique. Lorsqu'il y a un problème avec les équipements qui demande une présence locale pour résoudre le problème, ça nous a posé un peu de problème. D'une part, on n'avait pas assez de gens pour se déplacer et on avait aussi des limitations de déplacement. Et alors ça a été un peu défiant, mais tout s'est bien passé. On travaille à distance sans problème. On a le plan de mettre au moins une partie de l'équipe en distance, même après le retour à la normalité. La pandémie nous a aussi, comme contrôleur, poussé à revoir nos processus de travail. Merci, Paolo. Merci. Siam, je sais qu'au Maroc aussi, vous avez revu la stratégie digitale et pu revoir un peu la stratégie au sens large, comment gérer la numérisation. Pourriez-vous nous donner quelques indications sur ça, à ce sujet? Oui, bien sûr. Bonjour, je suis très ravie de participer à cet appel. C'est toujours un plaisir de partager dans ce cadre-là que je trouve très intéressant, qui nous permet aussi de savoir ce qui se passe par ailleurs. Et ça nous donne aussi l'occasion de partager ce que nous sommes en train de faire au Maroc. Alors, Paolo a dit quelque chose de très important dans sa participation. Il a parlé de la communication et son importance pour le maintien aussi des process internes, mais aussi vis-à-vis du secteur. Et ça, c'était un challenge parce que c'est une situation inédite et qui nous a vraiment poussé à nous surprendre. On était surpris aussi de notre capacité à nous adapter à cette situation. Tout d'abord, pour la partie interne,
Et ça, je l'avais partagé avec vous la dernière fois. Nous avions activé le plan de continuité d'activité de l'autorité et qui était prêt il y a quelques mois, enfin juste quelques mois avant l'arrivée de cette pandémie. Donc, on a eu cette chance inouïe de pouvoir l'utiliser et le tester in situ. Donc, on l'avait activé. On avait déjà cette possibilité d'équiper tout le monde en PC portable, en outils de travail, en connexion, etc. Et ça nous a permis aussi de travailler à distance et d'utiliser les moyens digitaux qui existent. Et ça a été vraiment bénéfique. Ça, c'était en interne. Maintenant, vis-à-vis du secteur, depuis la création de l'autorité en 2016, l'un des objectifs majeurs était de mettre en place une plateforme d'échange avec le secteur. C'est-à-dire, l'idée était de ne plus avoir un échange uniquement à travers les contrôles sur place, mais nous avons développé cette plateforme qui nous permet d'avoir toute la documentation, tous les chiffres dont nous avons besoin à travers une plateforme digitale opérationnelle qui a été testée à plusieurs reprises et qui était opérationnelle. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons ajouté des demandes supplémentaires qui n'étaient pas là, justement pour suivre l'évolution et l'impact de la crise sur le secteur. Je dois le dire, le secteur était aussi réceptif et ils ont aussi participé de manière positive et ils ont répondu à toutes les requêtes de l'autorité à travers cette plateforme d'échange. Ceci dit, rien ne remplace le contact humain. Mais la chose la plus importante qui était là et qui nous a permis aussi de travailler main dans la main, c'était de maintenir le contact à travers des réunions à travers soit des plateformes comme Webex ou comme Zoom ou autres. Et donc, nous avons tenu des réunions hebdomadaires au niveau des DG, des directeurs généraux des compagnies, pour les sensibiliser sur l'importance du partage de l'information. Alors, comme tu l'as dit, Mariella, nous avons aujourd'hui un souci et nous sommes très, très sensibles à tout ce qui est digital. Nous avons lancé il y a quelques mois déjà avant l'arrivée de cette pandémie, fin de l'année dernière, une étude sur la digitalisation et la distribution. Et ça, c'est j'imagine comme un peu partout, nous avons aujourd'hui le contrôle des compagnies, mais nous avons aussi le contrôle du réseau. Et aujourd'hui, le réseau était le premier point de contact pour le citoyen et pour l'assuré. Et donc, ce que nous avons essayé de faire aussi à travers une autre plateforme dont nous disposons et que nous avons mis en place, mais qui est dédiée spécifiquement à réseau de distribution, c'est aussi d'avoir l'information et d'essayer de répondre aux problématiques aussi à travers des réunions spécifiques avec le réseau. Alors, moi, ce que je dis aujourd'hui, l'enjeu et cette pandémie nous a démontré que le contrôle peut se faire aussi autrement. Je l'ai dit et je le répète, rien ne remplace le présentiel, rien ne remplace le lien direct avec les gens, mais dans quelques cas, ça peut nous donner une idée sur le secteur, ça peut nous donner des arguments favorables qui puissent aujourd'hui, sans nous déplacer, sans aller sur place, de comprendre ce qui se passe dans une compagnie. Donc voilà un peu de manière globale ce que nous avons fait. Et encore une fois, je le dis, c'était beaucoup plus un concours de circonstances positives qui a fait qu'on avait la plateforme qui était la plateforme d'échange des données qui était là déjà en place, la plateforme aussi d'échange avec le réseau qui était sur place. Un dernier point que je rajouterai, et là, c'est en relation avec la protection du consommateur, et ça, c'est quelque chose qui est très important de notre point de vue, c'est la plateforme de réclamation. Parce que comme vous le savez, avec tout ce qui s'est passé, il y a des problématiques qui n'existaient pas auparavant et qui demandaient aussi aux équipes en interne une réflexion bien déterminée. Cette plateforme aussi nous a permis pour toute la partie consommateur de recevoir leurs plaintes, de continuer à recevoir leurs plaintes et de continuer aussi à répondre à leurs interrogations à travers cela. Donc voilà un peu le dispositif global que nous avons activé depuis le début de cette pandémie. Et je pense qu'il y aura d'autres questions auxquelles je serai ravie de répondre. Merci beaucoup, Siam.
Merci. Donc, est-ce qu'il y a trop de réunions au Maroc également, ou est-ce que la plateforme a réussi à avoir un peu moins de réunions? Alors là, je peux vous dire que, comme a dit Paolo, les réunions on ne finissait pas. Il y avait plein de réunions. En fait, c'est un piège, le télétravail. On a l'impression de travailler moins, mais en réalité, on travaillait toujours plus. C'est vrai, je pense que c'est un phénomène récurrent partout. Merci. Ce qui est extraordinaire, et ça, franchement, moi, on l'a testé, c'est quand même cet engagement des collaborateurs, de l'autorité. Enfin, tout le monde était mobilisé, tout le monde. Enfin, je me rappelle, j'appelais mes collègues à 19h, à 20h du soir et tout. Ils étaient là à répondre, à prendre le temps d'aller voir et revenir vers moi. Et ça, j'ai trouvé que c'était quand même un engagement très, très important. Et je me dis aussi, c'est le confinement qui fait ça, parce qu'au final, on se retrouve à la maison, on a envie de travailler. Donc, en tout cas, c'est un bon développement pour les employeurs. Merci beaucoup. Paolo, quelles sont vos priorités au Brésil et quels sont les défis récents auxquels vous avez été confrontés? Bon, comme priorité, bon, comme je disais, c'est un peu de gérer les gens. Hein. Bon, on est déjà presque 3 mois dans le confinement. Les gens commencent à avoir des problèmes naturels de la prolongation de ce confinement. Gérer tout ça à distance, c'est un peu défiant. Même avec les outils de réunions virtuelles, tout ça, c'est comme Cyril a dit, rien ne remplace la, la, la présence réelle avec les gens, le petit coffee break, tout ça, ces genres de discussions, tout ça. Alors, ça, c'est un défi, c'est vraiment un défi. Et par rapport au contrôle eux-mêmes, je crois que ça marche bien, mais à voir si ça se prolonge pour longtemps encore. On peut faire la plupart des analyses à distance, on a les données, on a les rapports, on peut faire des réunions virtuelles, mais à voir si ça va continuer, si tout se passe bien, si ça continue à se passer bien. Et aussi, un autre défi, c'est par rapport à la cybersécurité. Comme je disais, bon, on était aussi préparé, comme Siram me disait, pour la CAPS, qui avait des équipements portables hein, à distribuer pour l'équipe. On avait pas assez pour que tout le monde ait son propre portable et il peut travailler avec des équipements qui ont été bien préparés pour accéder au système interne et tout ça. Alors comme les gens utilisent leur propre ordinateur et portable, tout ça, les degrés de protection de chacun, ça varie beaucoup. Hein. Il y a des gens qui sont plus concernés par rapport à la cybersécurité, ont bien des outils de prévention et tout ça, et d'autres personnes qui ne sont pas assez concernées par ces genres de préoccupations. Ils n'ont pas tous les outils qui étaient considérés comme le plus important pour garder une bonne sécurité. On n'a pas eu d'incidents spécifiques pour SOSEP, mais c'est un point à considérer pour l'avenir, de bien préparer tout ça, d'avoir tout prévu pour bien gérer le télétravail.
C'est sûr. Merci beaucoup. Siam, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais souligner dans ce contexte aussi en ce qui concerne les priorités et les défis récents? Je rajouterais à ce que vient de dire Paolo, ce que vient de dire Paolo est partagé. Et je pense que c'est un souci, la cybersécurité, c'est un souci qui est partagé un peu partout dans le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, encore plus avec l'utilisation excessive de tout ce qui est moyen de communication à distance. Mais je rajouterais un point très important qui nous préoccupe ici, c'est par rapport à la solidité dans le futur du marché des assurances. Ça, c'est un point auquel il faut rester aussi vigilant et faire très attention. Comme vous le savez, un peu partout dans le monde, il y a des stress tests qui ont été élaborés pour suivre un peu le marché, voir comment les choses évoluent. Mais de l'autre côté, il y a aussi une pression énorme sur ce secteur-là. Tout le monde dit ah, pendant la crise, le secteur n'a pas contribué, il a gagné de l'argent, notamment pour la partie automobile, etc. Mais ça, c'est des choses. Le secteur des assurances a une particularité, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir l'information correcte. Il faut attendre la fin de l'année pour pouvoir recenser et voir quels sont les réels chocs qui ont eu lieu. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est un souci qui est présent et que nous sommes en train de suivre avec beaucoup de vigilance. Le secteur marocain des assurances se porte très bien. Il est deuxième en Afrique, troisième dans le monde arabe. Et c'est un secteur qui fait quand même des chiffres d'affaires importants. Mais le plus important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, ce secteur, pour toutes les compagnies présentes, il faut qu'il reste solvable sur le long terme. Il ne faut pas céder à la pression qu'il y a de la part soit des gouvernements ou des assurés. Parce que ça, on l'a vécu. Ça, c'était une réunion et ce n'était pas chose aisée de pouvoir répondre. C'est vrai qu'au Maroc, il y a eu quand même des choses intéressantes parce qu'il y a quand même eu une ristourne sur les 2 mois de confinement que nous avons eus. Il y a eu une participation importante à un fonds national qui a été mis en place par l'ensemble des compagnies. Donc, c'est vrai qu'on donne cet argent, mais nous, on est là pour suivre et voir est-ce que la solidité du secteur continue d'être sur la même lancée. Je pense que c'est un point qui est très important et sur lequel nous sommes vraiment nous sommes penchés et nous faisons attention à ce qui se fait et ce qui se passe. Et puis, bien évidemment, nous suivons aussi toutes les évolutions qu'il y a, parce qu'avec la pandémie, nous avons quand même vu qu'il y a des phénomènes qui n'existaient pas avant, qui sont en train de naître. Donc, on est en train de les suivre pour voir comment répondre à ces phénomènes, comment on peut les appréhender et comment aussi on peut apporter des solutions et des réponses claires. Donc voilà, en plus de ce qu'a dit Paolo, moi je voulais juste insister sur ce point qui est très important et la solidité des entreprises et du secteur reste quand même une priorité pour nous. Merci beaucoup et je suppose que c'est un souci partagé par Paolo également. Donc j'aimerais bien poser une question par rapport à la distribution à distance. Donc nous avons vu que la distribution à distance a été facilitée et aussi mise en place par les assureurs de manière plus approfondie. Mais quelles mesures avez-vous mises en place pour à la fois faciliter cette distribution à distance et l'accès des consommateurs aux produits en ligne pendant la crise sanitaire du Covid-19. Donc ça, ce sera une partie de la question. Et l'autre partie de la question, c'est quelles mesures mettre en place pour la protection des consommateurs en parallèle. Donc je pense que c'est un souci que partagent beaucoup de contrôleurs d'assurance, de voir comment faciliter l'innovation et l'accès d'une part et assurer la protection du consommateur d'autre part. Siam, voudrais-tu répondre à cette question pour inverser un peu l'ordre de vous deux? Alors, avec plaisir. Alors, je voudrais partager avec vous, peut-être que je pourrais la partager plus tard, une circulaire de l'autorité qui a été mise en place en 2012 pour toute la partie fourniture à distance d'opérations d'assurance. Donc, cette circulaire elle récapitule un peu les différentes exigences réglementaires en la matière.
prévues par la réglementation spécifique des assurances et également pour la partie de la loi qui concerne la protection des consommateurs. Donc, cette circulaire, elle prévoit que préalablement au lancement du dispositif de vente en ligne de produits, d'informer et de communiquer à l'autorité la fiche qui décrit ce projet. Donc déjà, nous avons ce contrôle en amont, même en étant en plein pandémie. Si une compagnie veut lancer des produits spécifiques, elle revient vers nous. Et ça, c'était important parce que ça nous permettait d'avoir de la visibilité sur tous les produits qui sont aujourd'hui pour la partie vente en ligne. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'une étude sur la digitalisation et l'avenir de la distribution. L'avenir de la distribution de manière générale, avec la pandémie ou sans la pandémie, peut-être que la pandémie va accélérer les choses et on va travailler beaucoup plus rapidement qu'avant. Mais c'est un souci que nous avions. Donc aujourd'hui, nous avons lancé un diagnostic national sur la maturité de la digitalisation. On a aussi vu dans quelques compagnies quelques produits qui sont sortis justement pour répondre au fait que les gens étaient en confinement. Aujourd'hui, le Maroc est en train de déconfiner petit à petit. D'ailleurs, nous-mêmes, on est revenus au bureau et donc les choses commencent à changer. On revient à la vie normale petit à petit. Mais l'idée, c'était de faire des produits qui vont être dans la pérennité et c'est important de ne pas répondre uniquement à cette période, mais quand même créer des choses qui vont rester là et qui vont servir le consommateur. Là, bien évidemment, la protection des assurés est un enjeu majeur et pour nous, ça a toujours été un souci important. Et dans cette circulaire, qui répond aussi aux exigences en matière de la protection du consommateur de manière globale, il y a un certain nombre de critères qui sont là et qui essaient aussi de protéger le consommateur. Merci beaucoup, Siam. Paolo, je suppose que vous avez des circulaires semblables qui sont liées à ce sujet. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus à ce sujet de la distribution à distance et que faire de la protection des consommateurs dans ce contexte? Oui, effectivement, on a la réglementation brésilienne est déjà assez permissive en ce qui concerne l'utilisation de moyens numériques pour la distribution d'assurance. On a cette réglementation en place depuis, si je ne me trompe pas, depuis 2013, quelque chose comme ça. Et bon, cependant, les assurés hésitaient toujours à s'engager plus agressivement dans cette voie, hein. Surtout les courtiers d'assurance qui ont un rôle très important ici dans la distribution d'assurance au Brésil. Et ils n'étaient pas assez motivés pour développer des moyens de distribution numérique plus innovantes. Bon, la pandémie a aidé à cet égard car elle a poussé un peu les sociétés à avancer dans la numérisation, hein. Et on a pu constater aussi d'autres facteurs qui ne sont pas tout à fait liés directement au secteur d'assurance, mais qui ont une conséquence pour le secteur d'assurance. Ce que je veux dire, c'est, par exemple, le gouvernement fédéral au Brésil a disponibilisé une aide d'urgence aux gens qui ont les plus défavorisés qui n'étaient pas qui ne pouvaient pas travailler, qui étaient dans l'informalité, qui, à cause de la pandémie, à cause du confinement, ont perdu leur moyen de revenus. Et la distribution de cette aide d'urgence a été faite par une banque publique brésilienne, la Caixa Econômica Federal. Et pour faire cette distribution sans que les gens
sachant qu'il fallait que les gens aillent à la banque physiquement. Et ils ont créé une espèce de compte bancaire numérique et ils rapportent que plus de 20 millions de comptes bancaires ont été ouverts par des gens qui étaient hors du système bancaire. Alors, des gens qui n'avaient pas de compte bancaire avant, 20 millions de personnes ont eu pour la première fois un compte bancaire numérique qu'ils pouvaient accéder par leur portable. Alors on croit que ce mouvement va aider beaucoup à l'avenir la distribution de produits d'assurance destinés à cette partie de la population, que c'est une partie qui est exclue du système financier, qui est plus vulnérable et qui a besoin de protection d'assurance. Alors, c'est un mouvement qu'on croit qui va aider le développement de chaînes de distribution numérique pour profiter de ce moyen de paiement qui est disponible maintenant. Et ça peut pousser un peu l'assurance inclusive ici au Brésil. Merci beaucoup. Je pense qu'un chiffre à une telle hauteur de 20 millions de nouveaux inclus dans le système, c'est un signe d'espoir, c'est sûr. Je souhaiterais maintenant regarder le secteur des marchés avec vous. Donc, avez-vous constaté des innovations sur vos marchés en réponse à la pandémie? Et Siam, voudrais-tu répondre à cette question en première, s'il te plaît? Maintenant, oui. Merci. Oui, alors plusieurs entreprises d'assurance marocaines ont mis en place des solutions digitales parce que l'idée aussi, c'était d'apporter des réponses à une population qui ne pouvait plus se déplacer. Bon, il y a eu cette initiative de la prorogation de l'attestation auto pour la prorogation de l'attestation auto sur un mois pour pouvoir aussi donner la possibilité aux gens de ne pas se déplacer et de régler leur contrat plus tard. Mais sur le plan digital, on a vu quand même naître quelques petites initiatives qui étaient louables, notamment pour toute la partie prise en charge maladie à distance. L'idée ici, c'était de numériser les documents requis et les envoyer par mail à l'assureur sans pour autant se déplacer. Il y a aussi pour la partie accident de travail, une demande de prise en charge ainsi que la demande d'accord médical à distance avec des documents numérisés sans un déplacement physique et sans donner des documents en papier. Il y a eu aussi une plateforme dédiée pour les déclarations des sinistres auto matériels. Donc, cette plateforme, les gens renseignaient les sinistres et puis attendaient leur indemnisation juste via Internet. Et puis, tout ce qui est admission des assurés dans les cliniques, c'était uniquement sur la base des accords de prise en charge dématérialisés. Il n'y avait pas besoin d'aller légaliser des papiers ou ramener des documents supplémentaires. Bien évidemment, les paiements des indemnités à travers les guichets automatiques bancaires étaient valables et je pense que c'est quelque chose qui va rester. Parce qu'avant, il y avait des quittances de chèques sous format papier à recevoir au siège de l'assureur. Il fallait se déplacer au siège de l'assureur ou de l'intermédiaire pour pouvoir récupérer. Donc aujourd'hui, il suffisait d'aller dans un guichet bancaire automatique et retirer aussi l'indemnisation. Alors ça, c'est quelques exemples que je cite aujourd'hui parce que ça facilitait la tâche pour l'assuré. Et ça a créé quand même un confort supplémentaire par rapport à tout ce que l'assuré pouvait faire auparavant de se déplacer chez son intermédiaire ou chez son assureur. Donc voilà, c'est quelques points que je voulais partager avec vous. Merci. Donc, c'est des points qui facilitent la vie de la population confinée. Et au Brésil, Paolo, quels exemples voudrais-tu citer par rapport de nouvelles innovations sur le marché? C'est un peu comme Tyran disait, hier encore, je lisais un article sur un site spécialisé au Brésil qui présentait une compagnie d'assurance qui avait développé une procédure d'inspection pour le traitement des sinistres
en utilisant la caméra du smartphone de la souris. Alors, pour éviter que quelqu'un se déplace pour faire le traitement du sinistre. C'était des choses qu'on croyait qui pouvaient se développer avant, sans la pandémie, mais que la pandémie a aidé à pousser les gens dans cette voie, car ça réduit les coûts des traitements des sinistres, ça réduit le coût même des souscriptions, tout ça, ces genres de technologies. Et la pandémie a été le coup de pouce qu'il fallait pour que l'investissement dans ces genres de solutions s'agrandisse. Et bon, par rapport aux produits, on voyait déjà certaines innovations qui commençaient à émerger sur le marché et qui sont aussi accélérées à cause de la crise. Et comme par exemple l'assurance basée sur l'utilisation. Il y a surtout pour l'assurance auto, presque toutes les compagnies d'assurance qui travaillent dans ce secteur ont lancé des produits d'assurance basés sur l'utilisation. Il y a des gens qui ont leur voiture et qui ne l'utilisent pas à cause de la pandémie. Ça a créé une espèce de demande pour ce genre de produits qui a été bien répandue par les secteurs, par les marchés. Et d'autre côté, on a dû pousser un peu la mise en place de notre projet d'innovation. C'est notre bac à sable réglementaire. Il a été retardé de quelques mois en raison de la pandémie. C'était une demande des sociétés qui avaient déjà manifesté l'intérêt de participer du projet. Et nous espérons pouvoir le lancer bientôt. Et on est très optimiste qu'on verra des innovations significatives sur le produit, sur le dessin des produits, sur les chaînes de distribution et les traitements de sinistres, collecte de primes. Bon, on croit que ce bac à sable va pouvoir nous apporter pour le secteur des innovations considérables. Merci beaucoup. Ce que je trouve intéressant aussi par rapport à ce projet de bac à sable qui est retardé, c'est que à la fois vous attendez des innovations en matière de produits et de distribution et de processus, mais en même temps, ça vous amènera aussi à avoir des innovations en tant que méthode de collaboration avec le marché. En plus, dans un contexte de peut-être pas de confinement strict, mais toujours de mesures quand même assez difficiles dans le contexte du Covid-19. Donc, je pense que ça sera intéressant d'écouter un peu vos expériences à ce sujet l'année prochaine, je suppose que ce sera un bon moment. Donc, on arrive vers la fin de notre webinaire. Donc, nous avons quelques minutes avant de finir et je souhaiterais donc combiner les deux dernières questions qui se focalisent plus sur la vie ou le quotidien en tant que contrôleur. Donc, quelles possibilités à long terme cette crise sanitaire offre-t-elle en matière de numérisation des processus? Donc, ça, c'est la première partie. Et deuxièmement, des mesures réglementaires temporaires ont-elles été mises en place et envisagées à plus long terme? Donc, est-ce qu'il y a des choses que nous pouvons apprendre à long terme et quelles sont vos idées à ce sujet? Paolo, voudrais-tu faire le début pour ces questions finales et puis Siam pourra nous donner les idées du point de vue marocain à la fin de ce webinaire. Non, d'accord. Bon, comme je disais, on a des plans pour l'utilisation permanente du travail à distance, SESEP par exemple, au moins pour une partie des effectifs, pas tout le monde, pas tout le temps, mais ça, c'est quelque chose qui a bien marché. On a pu continuer le travail sans disruption et ça apporte aussi de bénéfices. Alors, on pense en continuer ce genre de choses. Et en ce qui concerne la réglementation, nous suivons
toujours le cours de la crise pour bien identifier. Et c'est pas encore très clair ce qui a bien fonctionné et ce qui demande des améliorations. Alors, on continue, comme bien disait Sylvain, on surveille de près le marché, les conséquences, tout ce qui se passe en termes de sauvabilité du marché et tout ça pour voir s'il faut et comment améliorer la réglementation et maintenir le marché bien souvent juste par rapport au traitement de consommateurs. Aussi par rapport à la numérisation de processus internes, bon, il faut, dans notre plan de crise, il faut qu'on soit un peu plus préparé, avoir bien de tous les équipements pour pouvoir faire face à ce genre de crise. Bon, j'espère que ça va pas avoir une autre crise pareille, mais bon, il faut espérer pour le meilleur et être préparé pour le pire, non? Alors, il faut qu'on soit bien préparé par cet égard. Merci beaucoup. Siam, voudrais-tu nous donner un peu de contexte marocain pour ces questions? D'accord. Alors, comme vous le savez, j'ai dit tout à l'heure, cette crise nous a quand même surpris dans notre capacité à nous adapter à tous ces changements qui sont autour de nous. Bien évidemment, nous avons pu activer tout ce qui était dans notre possible pour pouvoir rester à l'écoute du marché, mais aussi rester dans notre rôle de protection des assurés. Et pour nous, comme vous le savez déjà, à Deuxy, on a plusieurs projets en commun ensemble que nous menons, notamment sur tout ce qui est Innovation Lab. Il y a aussi la partie qui concerne Mobile Insurance. Et ça, pour nous, c'était une conviction même avant l'arrivée de la pandémie. On sait très bien que demain, tout sera digitalisé. Nous savons qu'il faut prendre le train en marche et qu'il faut aller beaucoup plus loin dans tout ce qui se fait. Nous sommes bien évidemment des pays en voie de développement, mais nous croyons en la digitalisation et je pense que c'est l'une des solutions importantes qui puissent aujourd'hui exister pour accompagner tous les changements au sein du secteur des assurances. Moi, je voudrais juste vous dire que même pendant cette crise, et comme cette étude sur la digitalisation a été lancée, nous avons quand même tenu des réunions. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par un cabinet international qui est spécialisé dans tout ça et nous avons tenu des réunions de travail avec le secteur, non pas uniquement pour répondre à quelque chose de concis comme cette crise, mais pour rester sur du long terme. Parce que je pense que les réponses qu'on doit aujourd'hui apporter sont des questions sur le long terme. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde qui change et les guerres seront beaucoup plus différentes des guerres que nous avons vécues auparavant. Ce sera des guerres qui sont liées à des pandémies, des guerres qui sont liées à des maladies qu'on va découvrir et aussi notre mode de vie changera. Il faut s'y adapter et je pense qu'il ne faut pas penser à des actions ponctuelles, mais il faut surtout penser à des actions sur le long terme. Donc, nous avons commencé avec la dématérialisation de l'attestation automobile. Pour nous, c'est un défi très important parce que ça va nous permettre aussi d'avoir cette plateforme de sinistres communs pour avoir de la visibilité en temps réel de ce qui se fait. Nous avons aussi un travail très important sur l'amendement du livre 4 qui est relatif à la distribution et bien évidemment la distribution est très importante et la digitalisation de la distribution est très importante tout en conservant le réseau traditionnel qui existe déjà parce qu'il a aussi des implications importantes. En tout cas, nous, au sein de l'autorité, nous sommes ouverts à tous les changements réglementaires qui arrivent. Nous regardons de très près ce qui se fait par ailleurs. Nous continuerons toujours à travailler sur les projets qui sont déjà lancés
Et bien évidemment, je pense qu'une autorité de contrôle de manière générale, il faut qu'elle s'adapte à son environnement, il faut qu'elle reste ouverte d'esprit et il faut aussi qu'elle crée, qu'elle innove. Il n'y a pas que le marché qui puisse innover, mais il y a aussi toute la partie réglementaire qui doit accompagner. C'est vrai que ce n'est pas chose aisée parce que quand on veut changer des lois, on doit passer par le Parlement et c'est un process qui est très long. Mais on peut aussi penser à des solutions conventionnelles avec le secteur afin de moderniser tout cela. Ce n'est pas chose aisée, ce n'est pas chose facile, mais le plus important, c'est d'avoir la bonne intention. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Siam, et merci beaucoup, Paolo. Je pense que vos deux autorités sont quand même très engagées dans ce qui est innovation et regarder pour des solutions de long terme. Donc, d'une part, avec le programme Bac à Sable qui va bientôt arriver au Brésil et la participation au laboratoire d'innovation de l'ADI sur le côté marocain. Donc, je suis sûre et certaine que l'avenir, ce sera un avenir moderne et innovant aussi d'un point de vue de vos institutions. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ce que vous vivez en ce moment en termes de numérisation dans vos pays. Nous avons déjà donc approché la fin du webinaire malheureusement. Par contre, nous l'avons enregistré, donc nous produirons un rapport aussi à ce sujet où nous avons aussi les enseignements et les expériences d'autres webinaires ou d'autres intervenants ont partagé leurs expériences. Donc, il sera publié sur notre site web dans quelques semaines. Et je souhaite aussi attirer votre attention sur le prochain appel qui aura lieu le 30 juin avec le Centre de régulation et d'inclusion Senfree pour discuter des envois de fonds pendant cette crise. Donc, nous distribuerons les invitations par mail comme d'habitude et puis nous serons heureuses de vous accueillir à ce prochain webinaire. Donc, merci beaucoup Nicolas, Siam et Paolo d'avoir été parmi nous et puis à tous les participants et excellente journée et puis à la prochaine fois. Merci beaucoup Mariella. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.